Connaissez-vous l'histoire de la grenouille dans une casserole? Selon cette légende, quand on plonge une grenouille dans une casserole d'eau froide, celle-ci s'habitue, ne réagit pas quand on monte la température, reste dans la casserole et finit ébouillantée. N'avez-vous pas l'impression que nous vivons la même urgence? Les crises sont brûlantes partout et presque rien ne bouge, comme si nous aussi nous nous étions habitués, voire résignés. Sauf que pour la grenouille, c'est une légende. Évidemment que dans la vraie vie, elle va sauter hors de la casserole avant qu'il ne soit trop tard. Mais nous, quand allons-nous enfin nous reconnecter à notre bon sens pour enclencher le sursaut attendu? Alors il existe une solution. Une ressource disponible partout, ordinaire, reconnue par les plus grands cabinets de conseil aux résultats incontestables. Mais contre toute logique, elle n'a jamais été prise au sérieux. Petite expérience, fermez les yeux et écoutez. Je surveille. Dans le monde, 89% des chefs d'État sont des femmes. 92% des maires de grandes villes sont des femmes. 77% des parlementaires sont des femmes. 94% des dirigeants de grandes entreprises sont des femmes. 98% des dirigeants de banques sont des femmes. 98% des fonds d'investissement sont attribués aux femmes. 90% des algorithmes sont conçus par des femmes, 84% des réalisateurs de films qui forgent notre inconscient collectif sont des femmes, 94% des prix Nobel sont des femmes. J'arrête, mais vous avez compris, je peux continuer dans absolument tous les domaines, sans exception. Qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent? Vous l'avez compris, j'ai simplement remplacé le mot homme par femme. Tout d'un coup, ça paraît inacceptable, non? Si la société était ainsi, il y aurait beaucoup de monde dans la rue pour réclamer immédiatement la mixité. Moi, j'y serais. Alors que la situation actuelle, le contraire, ne nous choque même pas tant nous y sommes habitués. Si le monde était ainsi, est-ce qu'il pourrait bien fonctionner? Ou est-ce qu'il serait dysfonctionnel? Évidemment qu'il serait dysfonctionnel, parce qu'un déséquilibre heureux, ça n'existe pas. Tout déséquilibre ne peut se maintenir qu'au prix de pression, contraintes et violences, visibles ou invisibles, conscientes ou inconscientes, mais elles sont là, et au final, tout le monde en souffre. De plus, dans un tel cadre, il ne peut pas y avoir d'intelligence collective. C'est comme dans la nature, hein, quand vous avez un écosystème qui est uniforme, qui devient uniforme, mais il attire les parasites, il s'appauvrit et se meurt. Nos sociétés, c'est pareil. Quand les décisions sont prises uniquement entre personnes ayant des expériences de vie similaires, il est impossible d'avoir une vision à 360 degrés des enjeux clés pour l'humanité. C'est impossible. Cela crée forcément des angles morts qui, sur le long terme, génèrent des crises. Le principal angle mort de l'humanité est né de la division des rôles entre femmes et hommes. Pour des raisons culturelles, politiques, religieuses, économiques, aux femmes a été assignée la sphère privée. Bébés, enfants, malades, personnes âgées, alimentation, eau potable, les soins au sens large, le care. Et libérés de ces contraintes qui sont vitales, les hommes se sont consacrés aux sphères publiques, professionnelles, économiques et financières, le pouvoir. Comme ils décidaient, c'est cette partie qui a été rémunérée, priorisée, valorisée. Vous voyez arriver le gros angle mort? Pendant des siècles, une moitié de l'humanité a écrit les lois, les codes, défini les indicateurs et les priorités de notre monde, alors qu'elle était déconnectée au quotidien de ce qui est vital pour notre espèce. Tandis que l'autre moitié, qui en était responsable en continu, n'avait ni voix, ni pouvoir, ni argent pour défendre ces enjeux. Si les sphères publiques et privées avaient été équitablement réparties, femmes et hommes auraient été experts des besoins primaires et auraient décidé ensemble des priorités pour préserver l'humanité. Mais comme le monde s'est construit sans mixité, il a relégué en périphérie ce qu'il aurait dû sanctuariser au centre pour sa survie, le care, le vivant
la paix. Et ce qu'il aurait dû marginaliser, le court terme, la loi du plus fort, plus vite, plus loin, le profit, les robots, la conquête spatiale, c'est devenu notre définition du progrès et donc nos priorités. Le bon sens, c'est évaporé. Et nous nous retrouvons dans un monde à l'envers, embrasé par les crises. Pour remettre le monde debout sur ses deux jambes et enclencher le sursaut nécessaire, nous devons faire urgemment l'inverse. L'inverse, c'est ce qui nous a manqué. L'inverse, c'est la mixité. Comme le disait Albert Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a créé. La mixité est justement cet autre mode de pensée et d'action dont nous avons terriblement besoin. Je m'en suis rendu compte sur le terrain parce que depuis 12 ans avec mes équipes, nous avons accompagné des organisations vers la mixité. Nous avons initié des centaines de cercles d'entrepreneuses et j'ai échangé avec des milliers d'entre elles. Et partout, j'ai constaté que les femmes agissent massivement pour le bien commun, le sens, l'humain, le vivant. Par exemple, une fleuriste va créer son entreprise de fleurs locales et de saison, une start-upeuse lutter contre le gaspillage, une imprimeuse utiliser des encres végétales, une assureuse proposer des produits à impact, une architecte utiliser l'éco-conception. J'ai des milliers d'exemples. Alors les hommes le font aussi, mais chez les femmes c'est massif. Et les hommes le font aussi, et ils sont déjà à la table des décisions. Les femmes non. À force de vivre ce paradoxe, contribuer à rééquilibrer la société vers la mixité est devenu mon engagement de vie. La mixité n'est pas secondaire. C'est pas juste une question d'éthique et de justice qui en soi déjà devrait nous faire réagir. La mixité est le socle de l'humanité, d'une humanité durable. La mixité, c'est pas non plus 3 femmes qu'on va ajouter en haut des organisations. C'est 50% avec un seuil critique à 35%. Et quand elle est réelle, la mixité transforme tout. Notre rapport au pouvoir, à l'argent, nos façons de collaborer, nos façons de redistribuer les richesses. Le mieux vivre ensemble, c'est une formidable locomotive de toutes les formes d'inclusion. Notre lien à la nature, à l'humain. C'est pour ça qu'elle est autant attaquée, qu'il y a autant de résistance et de fatigue sur ce sujet. Parce que la mixité transforme tout sur son passage. C'est Attila version positive. Donc c'est inconfortable. Mais ça évite les énormes aberrations. Je vais vous en citer 3. La paix, l'économie, l'environnement. La paix. Vous vous souvenez de cette guerre atroce au Libéria dans les années 90-2000 qui a fait des centaines de milliers de morts? Pendant des années, on a dit aux femmes, c'est une affaire d'hommes. Sauf que les femmes ont été violées, leurs maris tués, leurs enfants enrôlés comme enfants soldats. Donc évidemment qu'elles se sont mobilisées, d'ailleurs vêtues de blanc. Et lors des énièmes négociations de paix, elles ont envahi le palais présidentiel. À 200, elles ont bloqué toutes les portes, les fenêtres, les issues, et elles ont dit « Maintenant, vous signez l'accord de paix ». Comme les hommes voulaient les arrêter, elles ont commencé à se déshabiller. Or, dans cette culture, voir une femme mariée se déshabiller, c'est signe d'une énorme malédiction. Ça a été radical. L'accord de paix a été signé et 1 an plus tard était élue la première femme chef d'État du continent africain, Ellen Johnson Sirleaf, et celle qui a lidé le mouvement, Leymah Gbowee, a reçu le prix Nobel de la paix. Mon propos n'est évidemment pas de dire qu'il faut qu'on se déshabille, surtout pas, c'est pas perçu de la même manière dans toutes les cultures, mais bien qu'il faut compter sur les femmes pour la paix. D'après l'ONU, plus il y a de mixité, plus les accords de paix sont signés rapidement, plus la paix dure longtemps et mieux le pays se reconstruit. À votre avis, alors que la paix est tellement menacée, est-ce qu'on compte sur les femmes? 90% des négociations de paix se déroulent sans aucune femme. 0. Deuxième aberration, l'économie. Selon le Bureau international du travail, c'est 60% de plus de rentabilité et d'attractivité pour les entreprises mixtes. Selon l'observatoire Schema, pour les entreprises du CAC 40, c'est même 240% de croissance sur 10 ans pour les plus mixtes versus 43% pour les moins mixtes. Et malgré cela,
Encore un tiers de ces grands groupes ne comptent aucune femme dans ces postes décisionnels et stratégiques. Zéro. Ça, c'est selon l'important Arba. Selon McKinsey, s'il y avait autant d'entrepreneuses en France que d'entrepreneurs, il y aurait 145 milliards d'euros de valeur économique supplémentaire en France. 28 000 milliards d'euros de PIB dans le monde en plus s'il y avait une égalité réelle. Bon, ça, on n'y est pas parce que selon l'ONU, c'est prévu dans 300 ans. Donc, autant dire que d'ici là, la casserole, elle sera complètement cramée. Troisième aberration, l'environnement. Partout. De la plus petite communauté forestière au fin fond du Kenya, en Inde, en Chine, au Brésil, aux États-Unis, chez nous en Europe, dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, au sein des grands groupes. Partout, plus il y a de mixité, plus l'environnement est protégé. C'est pareil en politique. Les traités environnementaux vont être davantage ratifiés. Il y a même eu une étude sur 50 ans des votes au Congrès américain qui démontrent que les femmes votent plus en faveur de l'environnement et les femmes non blanches encore plus. Partout, les femmes sont plus éco-conscientes, éco-responsables, motrices de l'impact. Le genre, être femme, est même le critère le plus déterminant quand il s'agit de protéger l'environnement. Alors, ce n'est pas du tout parce que les femmes sont meilleures que les hommes, ce n'est pas du tout le sujet. Ce n'est pas non plus génétique, ni biologique, c'est juste logique. C'est lié à nos expériences de vie. Elles sont aujourd'hui encore différentes. Alors, pour ceux qui en doutent, j'ai pris les chiffres de l'INSEE sur le temps consacré aux tâches domestiques et parentales, pour les hommes, pour les femmes, sur une journée, et je les ai extrapolés sur une vie active entre 18 et 64 ans. À votre avis, ça fait combien d'années d'écart entre femmes et hommes? C'est 12 ans. 12 ans en France, 17 ans dans le monde. Ça veut dire pour les femmes, 12 ans de carrière en moins, de rémunération, de loisirs, d'engagement politique, associatif, de sport en moins. Et pour les hommes, ça veut dire 12 ans de connaissance du care en moins, 12 ans d'expérience sur les besoins primaires en moins et 12 ans avec leurs proches en moins. Tout le monde y perd. On connaît bien les 12 travaux d'Hercule, mais moins les 12 ans d'écart. C'est bien dommage parce que ça explique beaucoup de choses. Alors quel est le lien avec l'environnement? Comme les femmes ont les mains dans le care et les mains dedans en permanence, évidemment qu'elles voient le lien avec un environnement sain ou dégradé sur leur quotidien, sur leurs proches. Donc elles agissent, elles protègent, elles réparent, parce qu'elles y sont confrontées en permanence. On ne pourra donc pas réussir la transition écologique sans ces connaissances, ces compétences, la mixité, les femmes. C'est impossible. Pourtant, si on prend par exemple les fonds dédiés au changement climatique, 80% vont à des hommes blancs, seuls 0,2% vont à des organisations qui font le lien entre femmes et environnement, des miettes de miettes. La paix, l'économie, l'environnement. De quelles preuves supplémentaires avons-nous besoin pour investir massivement sur les femmes et la mixité? Le problème, c'est qu'on a peur. On a toujours l'impression, quand on va agir pour les femmes, que quelque part, on va agir contre les hommes. On n'a pas de problème pour faire des programmes spécifiques pour les jeunes, pour les talents des quartiers, pour les seniors, mais pour les femmes, on a toujours l'impression qu'on va agir contre les hommes. Mais quand on agit pour les jeunes, on n'agit pas contre les seniors. Mais c'est la même logique. Quand on agit pour les femmes, on agit pour les femmes, et mieux encore pour la mixité, les hommes, les enfants, tout le monde en bénéficie. Et puis on pense aussi que les discriminations sont immuables et qu'on ne peut pas les changer. Mais c'est faux. Les premières sociétés, avant la sédentarisation, étaient égalitaires et certaines ont survécu jusqu'à aujourd'hui, comme l'a démontré l'anthropologue Heide Gontner-Abendroth, comme les Kogi en Amérique du Sud, les Khasi en Inde, les Mosuo en Chine, et toutes ont pour point commun d'être égalitaires, pacifiques et protectrices de la nature. Et les pays peuvent aussi évoluer. Si on prend l'Islande, en 1975, ce n'était pas du tout un pays égalitaire, il y avait 5% de femmes députées. Sauf qu'un jour, les femmes ont dit stop. 90% des Islandaises ont tout arrêté pendant une journée, au travail et à la maison. Le pays était bloqué. Il n'y avait même plus de liaison téléphonique parce qu'il n'y avait plus de standardistes. Les enfants ont mangé des bonbons et des saucisses toute la journée. Là aussi, ça a été radical. Quelques mois plus tard, était votée une loi en faveur de l'égalité. 5 ans plus tard, était élue la première femme chef d'État au monde. Et depuis, l'Islande est toujours le pays le plus égalitaire au monde.
Une journée. C'est aussi l'un des pays où les habitants sont les plus heureux et l'environnement le mieux protégé. Et ce n'est pas un hasard. Bonheur, environnement, égalité sont intrinsèquement liés. Nous nous trouvons aujourd'hui à un point de bascule. Soit nous choisissons maintenant la mixité et entamons les transformations nécessaires à notre sursaut, soit nous resterons dans la casserole. Parce que plus les crises s'aggravent, plus la mixité et les droits des femmes reculent, et plus ce sera difficile de s'en sortir pour tout le monde. Alors c'est le moment d'agir de toutes nos forces. Moi aussi, je pensais que mes actions ne comptaient pas, que j'étais qu'une goutte d'eau, etc. Mais ça nous empêche juste d'agir. On n'imagine pas tout ce qu'on peut déclencher chez les autres quand on agit. Quand j'étais journaliste, j'ai vu tellement de personnes ordinaires agir avec des bouts de ficelle pour transformer leur communauté que ça m'a donné à mon tour envie d'agir. D'abord en cofondant une école Montessori, puis en aidant d'autres femmes à agir avec un premier réseau régional, Femmes de Bretagne, jusqu'à créer les 2 plus grands réseaux d'entrepreneuses en France, Femmes des Territoires et Bouge ta boîte, des milliers de femmes qui agissent dans des centaines de villes. Et si Femmes des Territoires continue son développement qui est très fort, Bouge ta boîte a récemment dû s'arrêter et j'avoue, j'étais dévastée. Mais dans les milliers de messages, certains disaient « Marie, on va prendre le relais ». Et des nouveaux réseaux sont nés partout en France. J'ai compris qu'une action engagée ne peut pas s'éteindre. Elle donne juste envie aux autres d'activer leur propre puissance. Ayons conscience de notre capacité d'agir. Elle peut être tellement puissante. Imaginez un monde où la mixité est devenue la norme, où chaque décision se fait en fonction de la paix, de l'humain et du vivant, et que c'est possible parce que vous y avez contribué. Ne serait-ce pas extraordinaire ? Certains me disent « mais c'est complètement utopique, Marie, ton truc sur la mixité, c'est bien trop dur à instaurer ». Pardon, mais rendre la planète Mars viable, y envoyer 1 million de personnes, en laissant de côté 8 milliards d'êtres humains sur une planète devenue invivable, ça c'est pas utopique, parce que ça c'est financé. Qu'est-ce qui est le plus dur à instaurer ? 1 million de personnes sur Mars ou la mixité sur Terre ? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même pas besoin de convaincre la planète entière. Après avoir étudié tous les changements politiques, Erika Chenoweth, qui est professeure à Harvard, a démontré qu'il suffit de la participation active et pacifique de 3,5% de la population pour changer le cours de l'histoire. 3,5%. À chaque fois, ça a réussi. Alors on y va. Même si ça nous bouscule, même si ça doit nous sortir de notre zone de confort, parce que c'est ça aussi qui nous fait nous sentir vivants. Utilisons nos métiers, nos voix, notre argent, notre influence, notre temps, tout ce qu'on peut pour instaurer maintenant la mixité. Nous avons tout à y gagner, nous, nos enfants, nos proches, les générations futures, l'économie, la paix, l'environnement, y compris les grenouilles. Ce qui va compter, c'est la multitude des actions. L'élan collectif, les actions publiques et nos actions individuelles. L'élan collectif, alors ça c'est mon Graal absolu. Un mouvement mondial à l'image de ce qui s'est passé en Islande. Une journée où toutes les femmes qui le peuvent s'arrêteraient au niveau professionnel et à la maison. Imaginez les bébés, les enfants, les repas, les personnes âgées à la maison et au travail, les crèches, les écoles, les entreprises, les administrations, les hôpitaux et tous les hommes alliés qui seraient là pour prendre le relais et qui eux aussi ne pourraient pas travailler parce que le care est incompressible, on doit s'en occuper quoi qu'il arrive. À quoi ressemblerait le monde ? Souvent on me dit ce serait le chaos, ce serait la fin du monde. Ce serait la fin de ce monde. Surtout si on en profite pour demander l'instauration de mesures efficaces pour la mixité. Parce qu'il y en existe plein, elles ne sont juste pas utilisées. Je vais vous en citer 3. 1, les quotas. Qu'on soit pour ou contre, ils fonctionnent. Que ce soit dans les instances dirigeantes en France ou par exemple en Inde, où en 10 ans, on est passé de 10% à 40% de femmes à la tête des villages. Partout, quota égale résultat. 2, léga conditionnalité. Alors j'avoue, c'est un nom barbare, mais par contre, il est redoutable et ça coûte rien. Pour tout financement, subvention, marché public, on ajoute 3 lignes au contrat
L'argent public est conditionné à la mise en place par l'organisation bénéficiaire d'un plan en faveur de l'égalité. Nantes, Paris et Bordeaux ont commencé à l'implémenter. Pas de plan, pas d'argent. 3. Un congé deuxième parent digne de ce nom. En moyenne dans le monde, il est de 9 jours. En France, de 28 jours, dont seulement 7 obligatoires. C'est un stage d'observation. En comparaison, le congé maternité, c'est une opération commando en immersion totale. L'Espagne, depuis 2021, accorde 16 semaines de congé aux mères comme aux pères rémunérés à 100% du salaire. C'est fantastique. Parce que c'est à ce moment-là que se construisent l'expertise et la légitimité pour gérer la famille. Et dans les organisations, ça devient aussi complexe de recruter et de promouvoir un homme qu'une femme. Plus de plafond de verre. Et vous, comment pouvez-vous agir dès aujourd'hui? Quelques exemples. Au travail. Si vous êtes dans un milieu d'hommes, favorisez évidemment le recrutement, la formation, la promotion de femmes, même si ça doit prendre plus de temps. Et inversement, si vous êtes dans un milieu de femmes, parce que la mixité compte autant dans la tech que dans le care. Exigez des panels équilibrés dans les CV, les strates managériales, les réunions. Sinon, c'est sans vous. Encouragez les femmes autour de vous à postuler, à prendre la parole sur les réseaux, dans les médias, dans les réunions de travail et à développer leurs projets. Refusez les réunions trop tôt, trop tard, les week-ends, surtout si vous êtes un homme, votre parole compte plus. À la maison, si vous êtes en congé paternité, prenez-le et criez-le sur tous les toits. Partagez les tâches, pas aider, partagez. Criez-le sur tous les toits aussi si vous voulez. Encouragez vos amis à payer les pensions alimentaires. Et de manière générale, ne laissez plus passer ni d'actes ni de paroles sexistes. 0 tolérance. Engagez-vous auprès d'une organisation qui agit pour la mixité pour les femmes, soit en la finançant, soit en devenant bénévole, soit les deux. Parlez le plus possible de l'importance de la mixité autour de vous, au travail, à la maison, sur les réseaux, et de la joie et de l'impact que pourrait avoir une journée comme en Islande. Partagez tout de suite ce TEDx avec une ou plusieurs personnes. Vous l'avez compris, la question n'est donc plus est-ce qu'un sursaut collectif est possible grâce à la mixité vers un monde durable et en paix, mais comment allez-vous agir et y participer? Merci.